Merci, bonjour à tous. Alors, je vais intervenir pour présenter le bout de la chaîne, c'est-à-dire l'entrée définitive dans les collections publiques. Bien évidemment, le problème lorsqu'on arrive au bout de la chaîne, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc peut-être que je vais être amené à rappeler certains faits. Bon, comme on l'a précisé dans l'intervention précédente, vous m'entendez pas ? Parce que moi j'ai un retour épouvantable. Est-ce que c'est mieux avec celui-là? Bon, donc, comme ça a été dit dans l'intervention précédente, la répétition est un des fondements de la pédagogie. Donc, excusez-moi si je répète deux, trois choses. Ça me permettra peut-être aussi d'aller plus vite. Ce que je me propose de faire dans ce rapide tour d'horizon, c'est vous proposer une ventilation de l'ensemble des institutions qui ont été touchées par le phénomène de la dation, ainsi qu'une répartition sur le territoire national. Mais avant d'en venir là, je rappellerai quelques principes généraux. On a beaucoup insisté sur la singularité du dispositif de la dation, qui est une mesure fiscale, mais également un mode d'enrichissement des collections publiques. Je ne vais pas revenir évidemment sur l'aspect fiscal, mais plutôt sur la procédure d'acquisition. C'est une procédure d'acquisition particulière, mais qui relève des acquisitions également classique des institutions publiques et qui, à ce titre, doit respecter un certain nombre de principes, se fonder sur donc les principes qui fondent la stratégie d'acquisition patrimoniale et la déontologie qui la sous-tend. Et c'est pour cela que parmi les différents critères d'appréciation des propositions de dation, au-delà de la valeur libératoire, sur laquelle je ne reviens pas pour l'instant, il faut bien évidemment insister sur les différentes commissions qui doivent se prononcer, doivent examiner l'intérêt intrinsèque du bien, qui comprend naturellement une évaluation de l'authenticité du bien, parce que tant qu'à faire, autant éviter de faire entrer un faux. La question de la provenance, qui est extrêmement importante et qui, je crois, est amenée à l'être de plus en plus au fil du temps, et qui se pose en particulier dans le domaine de l'archéologie. Récemment, la Commission a été amenée à refuser des œuvres qui auraient été potentiellement intéressantes, mais dont on ne savait pas très bien comment elles étaient sorties du sol et sorties de leur pays d'origine. Et enfin, la question de l'intérêt pour les collections publiques, puisque les collections patrimoniales françaises sont d'ores et déjà très riches. Et donc, il s'agit aujourd'hui de faire rentrer, par la dation comme par d'autres moyens, des œuvres qui ne seraient pas des doublons, des triplons, etc. Et donc, évidemment, la question de savoir si les œuvres qui sont proposées par ce moyen viennent viennent combler un manque ou renforcer une collection est quelque chose qui est particulièrement important. Et c'est pour cela qu'on a évoqué précédemment l'apport du grand département patrimonial compétent. L'avis du grand département concerne évidemment l'intérêt de l'objet, mais aussi son possible lieu d'affectation ou de dépôt, deux points sur lesquels je vais revenir. Mais donc, je le disais, donc là, il faut, s'agissant d'une procédure d'acquisition, passer aussi par la fourche codine des commissions d'acquisition compétentes des différentes institutions concernées. Dans le cas des musées nationaux relevant du ministère de la Culture, donc l'instance suprême, c'est le conseil artistique des musées nationaux, auquel échappe malheureusement, on ne va pas revenir sur ce débat, le musée national d'art moderne qui a sa propre commission. Donc les commissions d'acquisition sont amenées à se prononcer également sur l'opportunité de cette acquisition. Ça a été dit précédemment, je rajoute un point très important, c'est que les commissions d'acquisition, dans le cadre de la dation, ne se prononcent pas sur la valeur libératoire, puisque cela relève du secret fiscal. C'est le seul cas où les commissions d'acquisition, qui doivent toujours, même dans le cas des libéralités, se prononcer sur la valeur du bien, n'ont pas à le faire dans le cadre de la dation. Donc là, on est en quelque sorte libre d'apprécier le seul intérêt patrimonial. Dans l'usage, parce que cela n'est pas tout à fait établi par les textes, la consultation des commissions d'acquisition se fait en préalable du passage à la commission des dations.
qui ainsi bénéficient d'un éclairage supplémentaire. Mais finalement, c'est pas mal que ça se fasse avant, parce que de toute façon, pour pouvoir inscrire à l'inventaire ces biens, il faudrait que ça passe, si ça ne passait pas avant, ça passerait après. Donc de toute façon, l'ordre n'est pas établi par les textes, mais le passage n'en est pas moins obligatoire. Alors, on l'a dit aussi, la dation, contrairement à d'autres formes d'enrichissement, ne peut pas comprendre de clause ni de charge. Et c'est pour cela que donc le redateur, comme cela a été dit précédemment, évidemment on ne peut pas l'empêcher s'il a envie de nous dire qu'il aimerait bien que l'œuvre, une fois acquise, soit exposée à tel endroit, mais l'État n'est absolument pas engagé. Et surtout, si on décide au final de ne pas suivre l'avis qui est exprimé par le dateur, il n'y a aucun recours possible, ce qui n'est pas le cas dans une donation où on ne respecterait pas certaines des charges. Alors ensuite, donc, quelle forme ça va prendre pour arriver dans les collections publiques? Il y a deux possibilités. Le cas le plus général, c'est que l'État, qui est le seul propriétaire, je le rappelle encore une fois, du bien, puisqu'il s'agit du paiement d'une dette fiscale à un niveau national, donc l'État va affecter le bien à une institution relevant de l'État, qui va donc être chargée de l'inventorier, de lui donner un numéro d'inventaire. Mais il est également possible, dans un second temps, en fait, de déposer ce bien, une fois inscrit sur un inventaire national, dans une institution relevant d'une collectivité territoriale ou d'une association, enfin, puisque vous savez qu'en fait, pour me limiter au cas des musées de France, il y a 1220 musées de France, dont environ 1150 ne relèvent pas de l'État. Et dans de nombreux cas, en fait, une dation est acceptée avec l'idée au préalable de la déposer immédiatement dans un telle ou telle collection. Alors, en théorie, parce que la question pourrait m'être posée, est-il impossible à l'État d'affecter à une collectivité territoriale? En fait, même si on le fait très peu, ça n'est pas impossible, sachant que par l'affectation, l'État reste propriétaire. Nous avons des cas qui ne concernent pas les dations, mais de collections nationales affectées à des collectivités territoriales, dans le cas de donations ou de legs. Je pense à la collection Bonnat à Bayonne, la collection Lévy à Troyes, ou alors très récemment, l'État a reçu la donation Kligman qui sera affectée à un musée qui va être créé bientôt par la région des Pays de Loire dans l'abbaye de Fontevraud. Donc il y a la possibilité d'affecter, l'État reste propriétaire, mais confie la gestion de cette collection à une collectivité territoriale. On a aussi des cas plus rares où on peut affecter des biens à un établissement public de coopération culturelle. Ou alors un autre cas, alors là qui est assez particulier, c'est celui des Arts décoratifs de Paris, qui est une association. Mais les collections sont nationales, donc affectées par l'État à cette association. Donc, en théorie, si vous voulez, on pourrait affecter des biens acquis par dation à une collectivité territoriale. Ça ne se fait pas tellement. Il y a un cas que je mentionnerai au passage, puisque, en fait, autant une affectation a du sens dans le cadre d'une collection, enfin d'un certain ensemble d'œuvres, qui sont donc numériquement relativement importants. C'est plus compliqué dans le cadre d'œuvres isolées, puisque l'œuvre appartenant à l'État doit être inscrite sur un registre d'inventaire distinct de celui de la collection d'une collectivité territoriale. Donc pour une œuvre seule, ça, c'est un petit peu compliqué. Vous allez me demander peut-être quel est l'intérêt d'affecter ou de déposer. Eh bien, c'est que une institution affectataire a joui de plus de liberté qu'une institution qui est simplement dépositaire, puisque normalement, une institution dépositaire doit en référer à l'affectataire pour un certain nombre de décisions concernant, par exemple, les prêts à des expositions temporaires ou des restaurations.
Si j'osais, et je vais oser, je dirais que si on fait abstraction d'un aspect financier, la différence entre affectataire et dépositaire, ce serait la différence entre un locataire et un sous-locataire par rapport au bailleur. Alors on a un cas assez particulier qui est celui de la dation Picasso de 90, donc qui a été affectée, enfin, qui était faite bien évidemment au bénéfice de l'État, avec l'idée dès le départ, un souhait politique d'une répartition sur le territoire d'une partie de cette dation, qui a été inscrite en totalité à l'inventaire du Musée national Picasso. Mais un certain nombre de biens ont été distribués dans 25 institutions à travers le territoire, et à l'époque, on l'a fait par le biais d'arrêtés d'affectation. Ce qui, je dois dire, n'est pas très orthodoxe sur le plan administratif. Je pense que l'idée a été à la fois de conserver l'unité du fonds en inscrivant sur un inventaire unique, et en même temps de garantir la répartition relativement pérenne sur le territoire. Mais peut-être que d'autres solutions administratives pourraient être envisagées par la suite. Alors, le temps filant, je vais maintenant passer à une sorte de brosser un panorama rapide des différentes institutions concernées. Vous allez revoir des choses que vous avez déjà vues. Je voudrais préciser d'emblée, enfin, là je vais essayer de mettre les choses en perspective d'un point de vue un petit peu numérique, en vous mettant d'emblée en garde sur les chiffres que je vais vous donner. Il y a donc différentes manières de comptabiliser les dations. D'une part, les dossiers ouverts par les contribuables. Là, évidemment, je ne vous présenterai que les dossiers acceptés. Je ne prendrai pas en compte les dossiers examinés mais refusés. Alors là, c'est un chiffre qui a l'air relativement simple, mais qui n'est pas toujours évident lorsqu'on le répartit entre les institutions, parce que dans certains cas, des dossiers sont partagés, sont examinés par plusieurs institutions. Et là où les choses deviennent particulièrement ardues, c'est quand on se met à compter le nombre d'œuvres. Ça, c'est un problème qu'on se pose sur les inventaires des collections publiques en général, puisque autant il y a des œuvres individuelles qui sont faciles à dénombrer, mais dès lors qu'on se trouve face à des ensembles qui peuvent être parfois des ensembles constitués un peu par des circonstances, le cas d'un collectionneur qui va rassembler des œuvres individuellement dénombrables, mais il y a aussi des ensembles qui sont des fonds documentaires, des fonds d'archives, et vous allez voir aussi des ensembles de naturalia par exemple, où le décompte coléoptère par coléoptère n'a pas grand sens. Et pour reprendre un exemple qui a été mentionné hier, que je montrerai brièvement, le mur de Breton, qui est composé de 255 objets, on peut aussi le considérer comme étant un tout, puisque c'est sa valeur globale, finalement, qui en constitue une grande partie de l'intérêt. Alors, je vais donc faire un passage en revue donc, des différentes institutions, en commençant de ce tropisme par le ministère de la Culture et par les musées nationaux, avec en quelque sorte de manière décroissante par le nombre d'œuvres concernées. Donc le musée Picasso, qui a été largement présenté hier, n'a été concerné que par 5 dossiers de dation, mais ça représente plus de 2400 œuvres, dont donc plus d'une centaine, vous le voyez, se trouvent aujourd'hui en dépôt. Vient ensuite le Musée national d'art moderne. Alors Christian Briand avait présenté des chiffres un petit peu différents hier, c'est parce qu'effectivement ça dépend comment on compte, si on compte les photos. Oui, alors là c'est surtout de la période, mais ça dépend si on compte un ensemble photographique pour un ou si on compte les clichés un par un, enfin, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais 106 dossiers, ai-je décompté, traités depuis l'origine, et donc un nombre d'œuvres là aussi particulièrement conséquent, où on trouve de très nombreuses successions d'artistes. Je ne suis pas sûr de les avoir tous relevés, mais Poliakov, Dunoyer de Ségonzac, Calder, Matisse, même si c'est Pierre et pas Henri, Fernand Léger, Dubuffet, Giacometti, Chagall, Vlaminck, John Mitchell, Magnelli, Breton, Manessier, Tanguy, Brassailles, Christo, Cartier-Bresson, De Staël, Mathieu et Perriand. Donc une grande importance dans ce domaine, j'en redirai un mot tout à l'heure. Donc voilà, quelques vues. Vient ensuite le Louvre.
avec seulement maintenant 91 dossiers et 976 œuvres, qui se répartissent entre pas tous les départements du Louvre, principalement les peintures, les arts graphiques, les sculptures et les objets d'art. Alors là aussi, du côté des objets d'art, le décompte œuvre par œuvre n'est pas toujours évident parce qu'il y a des décors entiers, tels ceux de l'hôtel de Fels. Alors ça dépend si vous comptez le décor pour un ou si vous comptez les boiseries, les chaises une à une. Et donc un nombre de dépôts qui est assez important également en région. Voilà, je n'insiste pas sur ces œuvres que vous avez vues je ne sais plus combien de fois depuis hier. Justement, on devrait faire un quiz là. Oui, oui. Voilà, j'ai pas mis. C'est comme le concours de conservateurs, vous n'avez pas les légendes, oui. Donc vient ensuite donc le musée d'Orsay avec 58 dossiers et donc 281 œuvres acceptées en dation, dont 18 sont aujourd'hui déposées en région. Et puis après, on va vraiment baisser par le nombre d'œuvres acquises. Dans le domaine extra-occidental, d'abord les arts asiatiques, le musée Guimet a examiné 12 dossiers, ce qui représente 30 œuvres. Aucune n'est en dépôt. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de musées d'art asiatique sur le territoire aussi. Il y en a quelques-uns, mais il y en a moins que pour le musée d'Orsay. Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac a 11 dossiers, 91 œuvres. Certaines sont présentées au pavillon des sessions, mais ça ne compte pas pour un dépôt. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, de dépôt en région. Le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, 3 dossiers, 216 œuvres, mais en fait 2 ensembles, le trésor de Rethel qui comporte 11 œuvres, et un dépôt important de 200 pièces gauloises qui se trouve à Agen. La Cité de la céramique Sèvres et Limoges, qui concerne en fait 2 musées, le musée national de la céramique à Sèvres et le musée Adrien Duboucher à Limoges. Donc il y a des pièces qui se trouvent à Sèvres, certaines qui sont à Limoges par le biais de l'affectation, et il y a aussi un certain nombre de céramiques qui sont en dépôt, je les mentionnerai un peu plus tard. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, les différents musées châteaux ont pu bénéficier d'un certain nombre de dations. Voilà, je vous montre quelques exemples d'œuvres quand même insignes qui sont rentrées par ce biais. Puis donc Cluny et Écouen qui ont fait des acquisitions importantes par les œuvres elles-mêmes, mais qui sont modestes par le nombre. Le musée des arts décoratifs, dont je disais qu'il avait un statut assez particulier, a la particularité d'un musée qui est à la fois affectataire et dépositaire et déposant. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui ont été affectées au musée des arts décoratifs qui sont présentées, des œuvres affectées au musée des arts décoratifs qui sont en dépôt. Je pense notamment à un dépôt, donc les dépôts de tous les objets relatifs au paquebot Normandie qui sont à l'écomusée de Saint-Nazaire, un ensemble de papiers peints déposés au musée de Rixheim. Mais le musée des arts décoratifs bénéficie également de dépôts, notamment de la part des objets d'art du Louvre. Et pour en terminer donc avec les musées nationaux, je mentionnerai simplement le musée de la musique également, qui a reçu 22 œuvres par 4 dossiers, et le cas du musée d'art moderne de Troyes, qui est un musée territorial, mais où ont été affectés un certain nombre d'œuvres qui complètent la collection Lévy donnée à l'État pour être présentée de manière permanente au musée de Troyes. Alors après les musées, toujours relevant de la Direction générale des patrimoines, un certain nombre d'œuvres ont été acquises au bénéfice des monuments historiques. Alors, on a déjà mentionné le cas de ces œuvres qui, pour la plupart, ont été finalement laissées in situ dans leur bâtiment d'origine. Les tapisseries de l'histoire de Diane au musée d'Annette, les tapisseries de l'histoire d'Alexandre au château d'Arouet, le portrait du duc de Noailles qu'on a mentionné tout à l'heure au château de Maintenon, les portes de la chapelle qui sont à la bâtie d'Urfé, et enfin les chenets du château de la Roche-Guyon.
Alors, juste pour repréciser une chose qui a été dite hier, c'est que ça pose le problème de la responsabilité du musée dépositaire, puisque effectivement, certaines de ces tapisseries ont été détruites dans un incendie. En fait, l'incendie a eu lieu dans le centre, dans l'atelier de restauration. Donc, c'est le fait que les œuvres aient été laissées in situ n'a finalement pas de rapport avec leur destruction. Ça aurait pu arriver pour des œuvres affectées à un musée, dès lors que les œuvres quittaient ce lieu. Et puis, toujours relevant des monuments historiques, je mentionnerai la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui a eu à traiter 3 dossiers, le fonds de Neu, les archives de Viollet-le-Duc que Claire a mentionné hier, et enfin la dation Willy Ronis de 2016. Alors, pour ce qui est, donc j'en termine avec la Direction générale des patrimoines, avec le service interministériel des archives de France, qui a traité 19 dossiers au cours de ces années. La plupart il s'agit souvent de dations de grandes familles qui sont associées à l'histoire de France, les La Trémouille, les Lévy-Mirepoix, Murat, Beauvau-Craon, etc. Et donc, selon les cas, les biens sont affectés soit au centre historique des archives nationales, soit aux archives départementales concernées lorsqu'il y a une dimension d'histoire locale plus forte, tandis qu'un ensemble d'archives relatives à l'Algérie se trouve au centre des archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence. Il y a également, mais alors je pense que cette fois c'est sous forme de dépôt, mais mes collègues des archives me corrigeront peut-être, à l'Académie des sciences, à l'Institut de France et à l'Institut français d'architecture. Voilà. Je n'avais pas de photos des archives, donc je vous montre le dépôt de Paris. Et puis, donc, du côté de la Direction générale des médias et des industries culturelles, donc le service du livre et de la lecture, évidemment, on en a déjà un petit parlé hier avec Isabelle Lemann de Chermont, la Bibliothèque nationale de France a traité un nombre particulièrement important de dossiers, j'en ai comptabilisé 73, ce qui représenterait, mais là, dans le domaine de l'écrit, le décompte pièce par pièce est très difficile et voire pas forcément représentatif, mais ça représenterait presque 5000 œuvres distinctes. Donc ça concerne différents départements de la BNF, le département des manuscrits, avec de nombreux fonds d'écrivains dans le cadre de succession, Mauriac, Aragon, de Beauvoir et Sartre, Nathalie Sarraute, Claude Lévi-Strauss, dont on a beaucoup parlé, Gracq, etc. Mais également le département des estampes et de la photographie. Donc là, vous avez une photographie ancienne de Pranget. Le département de la musique, la bibliothèque de l'Arsenal, avec, je pense, notamment les fonds Marcel Carnet ou Louis Jouvet. Et un certain nombre de ces fonds ont été, après leur affectation à la Bibliothèque nationale, déposés dans différentes institutions, que ce soit la bibliothèque Jacques Doucet, des bibliothèques municipales ou également le centre Charles Péguy à Orléans. Et puis, pour en terminer avec le ministère de la Culture, donc, du côté de la Direction générale de la création artistique, c'est plus anecdotique, mais il y a quelques dations au bénéfice du mobilier national, d'une œuvre qui est aujourd'hui en dépôt à l'Hôtel de Marigny, à la Présidence de la République, au Centre national des arts plastiques et au Centre national de la cinématographie. Donc hier, on n'avait pas la photo du praxinoscope. Alors, pour être honnête, ce n'est pas celui qui a été acquis en dation, mais c'est une œuvre de comparaison que j'ai réussi à trouver. Donc vous voyez à quoi ressemble un praxinoscope. Ne me demandez pas comment ça s'utilise, mais voilà. J'en termine avec le ministère de la Culture pour vous montrer qu'il y a d'autres ministères qui sont concernés. Donc du côté de l'éducation nationale, donc 2 très grosses institutions, le Muséum national d'histoire naturelle qui n'a traité que 3 dossiers, mais si vous comptez par œuvre, évidemment, c'est beaucoup plus considérable puisqu'on est à plus de 90 000 spécimens ou documents. Et le Musée national des techniques, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Donc ce sont des œuvres que vous avez vues déjà, des exemples de véhicules, les ordinateurs bulles, mais également donc, la collection Kaiwa de minéraux ou la collection des vulcanologues Maurice et Katia Kraft.
Du côté du ministère des Armées, donc il y a un certain nombre d'institutions patrimoniales donc sous sa responsabilité. Le musée de l'Armée a traité en direct 8 dossiers, ce qui représente 161 œuvres, mais il bénéficie également de dépôts du Louvre. Donc là, je vous donne comme exemple le bâton du maréchal Foch, dation de 1984. Le Musée national de la Marine a reçu aussi 2 œuvres en dation. Le Musée de l'air et de l'espace a eu un des hélicoptères qu'on a mentionné tout à l'heure. Celui-ci a été détruit dans un incendie, donc depuis remplacé par un achat. Mais le deuxième hélicoptère a été, lui, affecté au Musée de l'aviation légère de l'armée de terre et de l'hélicoptère à Dax. Puis il y a également donc des œuvres au musée du service de santé des armées et à la bibliothèque de l'école polytechnique à Palaiseau. Et puis enfin, très rapidement, donc 2 autres ministères concernés, le ministère de la Justice avec le musée de la Légion d'honneur qui a traité 2 dossiers correspondant à 41 œuvres, un coffret de 40 décorations ayant appartenu à Cambacérès, et le collier de l'ordre royal des 2 Siciles de Joachim Murat. Donc là, vous ne voyez pas le collier lui-même, mais un portrait de Murat portant ce collier. Et puis, dernier ministère concerné, l'économie, les finances, l'action et les comptes publics, qui possède le musée de la Poste, qui a reçu là aussi 60 ensembles de timbres, en particulier la collection Zoumerov en 1988, donc un ensemble assez conséquent de timbres, dont vous savez que cela représente aussi une valeur parfois très importante. Alors, à l'issue de ce passage en revue très, très rapide, je voudrais vous proposer une sorte de palmarès, quelles sont les institutions les plus gâtées par les dations. Alors si on compte au nombre de coléoptères, comme je vous le disais, ou au nombre de spécimens de minéralogie, c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui arrive loin devant. Ce qui est normal, puisque, pour vous livrer un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, on estime, puisque ça ne reste qu'une estimation, l'ensemble des collections des musées de France à 121 millions de biens, dont plus de la moitié relève du seul Muséum national d'histoire naturelle, dont 44 millions d'insectes. J'adore ce chiffre, savoir que en fait, dans les réserves du musée, on essaie d'éviter les infestations d'insectes, et en fait, le tiers des collections, ce sont des insectes. Et donc, bon, c'est pas forcément très représentatif, mais enfin, donc c'est le muséum qui arrive en premier. Et ensuite, loin devant les musées, la Bibliothèque nationale de France et les archives, même si là, c'est un petit peu difficile à décompter. Donc finalement, le patrimoine écrit l'emporte sur le patrimoine visuel. Et puis, pour ce qui est donc du patrimoine visuel, ce sont le cas particulier du musée Picasso et le musée national d'art moderne qui emportent le morceau. Et donc ce que l'on peut voir à l'issue de ce passage rapide en revue, c'est que finalement, d'un point de vue quantitatif, c'est le patrimoine du XXe siècle, que ce soit le patrimoine visuel ou le patrimoine écrit, qui l'emporte assez largement, même s'il y a pour l'art ancien, et je mets dans l'art ancien le 19e siècle, ce qui n'est pas tout à fait usuel, des œuvres majeures, dont je vais montrer certaines, mais c'est vraiment dans le domaine du XXe siècle, et j'imagine dans les années qui viennent dans le domaine peut-être du XXIe siècle, que l'acquisition par la voie de la dation s'avère particulièrement important, et notamment dans le cadre des successions d'artistes ou des successions d'écrivains. Et puis, pardon de vous assommer avec toutes ces données chiffrées, maintenant la question c'est de savoir est-ce que ces œuvres rentrées dans les collections publiques sont réparties de manière un peu équitable sur le territoire. Bien évidemment, la plupart des institutions que j'ai mentionnées sont des institutions nationales se trouvant à Paris ou en région Île-de-France. Néanmoins, donc, essentiellement par le biais du dépôt, un certain nombre d'œuvres ont été réparties sur le territoire. Donc, pour ce qui est déjà des œuvres qui sont affectées à des institutions se trouvant en région, donc vous en avez la liste ici, quelques musées nationaux qui se trouvent en région, j'ai mentionné tout à l'heure Limoges et Dax, mais il y a également Compiègne, le musée national de la voiture et le musée du château. Pour la plupart, les affectations directes en région concernent en fait les archives départementales. Et puis pour ce qui est donc des œuvres en dépôt,
Là aussi, donc, il faut faire un petit peu attention sur les chiffres parce que il y a je me suis fondé sur les dépôts initiaux, mais peut-être qu'il y a certains dépôts qui sont revenus depuis ou des œuvres qui n'étaient pas immédiatement déposées, qui l'ont été par la suite. Donc peut-être que les chiffres que je vous donne, comme précédemment, sont plus des indications des ordres de grandeur que des données tout à fait arrêtées. Donc, alors en plus, il a fallu que je me cale sur les régions actuelles. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la répartition des villes. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, 55 dépôts. Je ne vais pas tout vous commenter, mais vous voyez notamment des dépôts particulièrement importants du MNAM à Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, donc dans les grandes collections d'art moderne. Bourgogne-Franche-Comté, qui est une des régions qui est les mieux dotées en nombre de musées et avec des collections particulièrement étendues, n'est pas très gâtée par les dépôts, seulement 8. C'est encore pire en Bretagne, 4 dépôts, si je ne me trompe pas. Une dizaine en centre Val-de-Loire. Par contre, dans le Grand Est, alors là, les chiffres augmentent, on dépasse la centaine, avec notamment des ensembles assez importants, notamment du côté du livre, avec des ensembles de volumes du journal manuscrit d'Henri Lébert à la bibliothèque municipale de Colmar, ou des collections de livres rares sur la Lorraine à la bibliothèque municipale de Metz. Et puis des séries de gravures de la Dation Picasso qui se trouvent à Strasbourg. Et là, pour le cas de Troyes, je parle bien des dépôts et non pas des œuvres qui ont été directement affectées, que j'ai mentionnées tout à l'heure. Environ 36 dépôts dans la région Hauts-de-France, avec donc le musée de Picardie, Lille et le musée de Villeneuve-d'Ascq, qui bénéficie d'un nombre important de dépôts, là encore, du MNAM et de Picasso. La région Île-de-France, qui est toujours un peu compliquée à comptabiliser, puisque là, il y a beaucoup d'institutions nationales. Donc, vous avez des cas un peu particuliers. Malheureusement, je n'avais pas les chiffres pour les musées de la ville de Paris. Parce que souvent, quand on cherche les répartitions sur le territoire, on évite tout ce qui est à Paris, mais malheureusement, à Paris, il y a des institutions qui ne sont pas nationales. Malheureusement, ou pas malheureusement d'ailleurs, enfin, c'est un fait. Oui, pour la comptabilité. La Normandie, qui est assez peu concernée. La Nouvelle-Aquitaine, assez bien dotée, avec là des ensembles assez conséquents. Donc j'ai mentionné la collection archéologique déposée par le MAN à Agen, le Musée national d'archéologie nationale, des dépôts à Bayonne et surtout à la bibliothèque municipale de Bordeaux, l'ensemble du fonds Montesquieu qui a été déposé par la Bibliothèque nationale de France. Et puis, oui, je sais que je suis arrivé au bout, mais j'arrive aussi au bout des régions. L'Occitanie, 13 dépôts. Le Pays de Loire, 15 dépôts, mais avec là, des ensembles assez importants. J'ai déjà mentionné le mobilier du Normandie à l'écomusée de Saint-Nazaire. Et enfin, en plus de 150 dépôts en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec là des musées relevant de collectivités territoriales, mais également des dépôts dans des musées nationaux, tels que le musée Marc Chagall à Nice. Alors, en conclusion, si je puis dire, on constate que la répartition n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Il y a quelques régions qui sont relativement peu touchées, la Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie, absolument rien en Corse et rien dans les territoires d'outre-mer. Que dans chacune des régions, ce sont les grandes institutions locales qui sont évidemment les plus concernées, ce qui n'est pas très surprenant. Les principaux déposants sont tout d'abord le Musée national d'art moderne, et le cas particulier de la dation de 90 pour Picasso, le Louvre et Orsay arrivant derrière. Et on constate en fait deux types de dépôts, soit des dépôts ponctuels qui viennent renforcer la collection d'un musée,
Et là, je dirais, c'est souvent le fait de dépôts du Louvre ou d'Orsay qui vont déposer un tableau de manière un petit peu isolée, mais qui vient scander de manière forte le parcours. Et il y a dans le domaine de l'art moderne, surtout de la part du Musée national d'art moderne, des dépôts plus massifs qui sont issus de la dispersion de fonds d'artistes lors de ces successions, et donc qui contribuent là encore aussi à la répartition de ces ensembles qui ne faisaient jusque-là pas partie du patrimoine sur l'ensemble du territoire national. Donc il n'est pas vraiment possible de conclure, mais on voit quand même à la fois à travers la diversité des œuvres et la diversité des institutions concernées que la dation est un moyen d'enrichissement particulièrement fort des collections publiques, et on note surtout que c'est un mode d'enrichissement majeur pour le patrimoine du XXe siècle qui rentre beaucoup moins par le biais d'autres modes d'acquisition. Alors je vois aussi une petite tendance à une décrue du nombre de dépôts ces 10 dernières années, de dépôts d'œuvres rentrées par dation. Parce que des dépôts, il y en a beaucoup. Les musées nationaux ont environ déposé plus de 95 000 œuvres dans les musées des collectivités territoriales. Mais moins de dations, ce qui est peut-être dû au fait aussi que ces dernières années, on a vu moins de successions d'artistes, enfin moins de successions importantes que par le passé, mais ça peut être, c'est peut-être un phénomène tout à fait ponctuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.